Dans le tourbillon incessant de nos vies quotidiennes, nous ignorons souvent les petits moments, les occasions fugaces de nous connecter à une autre âme humaine. Nous passons en hâte devant les yeux fatigués et les épaules lasses, trop consumés par nos propres fardeaux pour remarquer ceux des autres. Mais si l'un de ces moments détenait la clé de tout, et si un simple acte de gentillesse, ne coûtant pas plus de quelques euros, était en réalité un investissement d'une valeur de plusieurs milliards? Voici l'histoire d'Audrey Bell, une serveuse en difficulté à Lyon, dont la vie a été changée à jamais par une tasse de café. C'est une histoire sur la valeur cachée de la compassion et sur la vérité extraordinaire que les plus grands tests de notre caractère surviennent lorsque nous pensons que personne d'important ne nous regarde. La pluie à Lyon avait une manière particulière de s'infiltrer partout. Ce n'était pas seulement l'humidité qui s'accrochait à votre manteau. C'était un sentiment qui se frayait un chemin jusqu'à vos os. Une mélancolie grise et persistante qui reflétait le ciel. Pour Audrey Bell, ce sentiment était amplifié par l'odeur rance de café brûlé et le cliquetis de la céramique bon marché sur les comptoirs en formica usé. Le bistrot de l'Aurore, était son monde, un univers de 8 tables, un sol perpétuellement collant et les fantômes d'un millier de petits déjeuners pris à la hâte. À 24 ans, Audrey se sentait plus vieille que son âge. Ses rêves de peinture, d'étirer de vastes toiles et de les remplir de couleurs, s'étaient réduits à la taille de gribouillage sur des carnets de commandes. Chaque euro qu'elle gagnait en pourboire, chaque centime qu'elle économisait en mangeant des frites restantes pour le dîner allait sur un compte férocement protégé. Ce n'était pas pour elle. C'était pour Léo, son jeune frère, qui en était à sa 2e année d'études d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Il était l'intelligent, celui qui allait construire des ponts et changer le monde. Elle était celle qui allait s'assurer qu'il y arrive. Belle. La table 4 veut l'addition. Et le café de la cafetière 3 a un goût d'acide de batterie. Féant une nouvelle, aboya Brigitte, une autre serveuse dont le sourire avait pris sa retraite une décennie plus tôt. J'y vais, lança Audrey, forçant une gaieté dans sa voix qu'elle ne ressentait pas. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement affinée par des années de pratique, un balai de verser, servir et débarrasser. C'était un mardi, le genre d'après-midi implacablement bruyeux qui drainait la vie de la ville, qu'il entra pour la première fois. Il était âgé, avec un manteau de laine effiloché qui avait peut-être été autrefois d'un beau gris, mais qui était maintenant de la couleur de la gadoue des trottoirs. Son visage était une carte routière de rides, ses yeux d'un bleu pâle et larmoyant qui semblaient tout regarder et ne rien voir à la fois. Il se déplaçait lentement, délibérément, comme si chaque pas nécessitait un calcul minutieux. Il prit la petite banquette dans le coin, celle avec le siège en vinyle déchiré que tout le monde évitait. Audrey s'approcha de lui avec son sourire standard. « Bienvenue au bistrot de l'Aurore. Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ?» Il leva les yeux et, un instant, son regard fut étonnamment vif, perçant le brouillard de son âge. Un café. Noir. Sa voix était un râle grave, comme du gravier qu'on remue. Elle lui apporta le café, le posant doucement sur la table. Il ne la remercia pas. Il se contenta de regarder par la fenêtre la rue striée de pluie, sa main tremblant légèrement en soulevant la tasse. Pendant l'heure qui suivit, il resta assis là, sirotant cette unique tasse. Il ne lisait pas de journal. Il ne regardait pas de téléphone. Il observait simplement le monde passer. Audrey gardait un œil sur lui. Elle vit comment son manteau était usé jusqu'à la cordeau. Poignets, les semelles usées de ses chaussures. Il y avait en lui une solitude silencieuse qui touchait quelque chose de profond en elle, une douleur familière qu'elle reconnaissait dans le miroir. Quand vint le moment de payer, il se traîna jusqu'au comptoir où Audrey encaissait une autre commande. Il fouilla dans ses poches, une lueur de panique légère traversant son visage. Il sortit un portefeuille en cuir usé, mais il était vide. Il vérifia les poches de son manteau, puis celles de son pantalon, ses mouvements devenant plus frénétiques. « Il semble que j'ai égaré mon argent », marmonna-t-il, sa voix à peine audible. Il ne la regardait pas dans les yeux, son regard fixé sur une fissure dans le linoléum. L'humiliation pesait lourdement dans l'air. De l'autre bout du comptoir, Brigitte ricana bruyamment. « Égaré ou jamais eu. On n'est pas une œuvre de charité, Pépé. Payé ou j'appelle la police. » Le vieil homme tressaillit, ses épaules s'affaissant. Audrey sentit une bouffée de colère monter en elle. Elle se plaça devant Brigitte, lui barrant la vue de l'homme. « Ce n'est rien, » lui dit-elle doucement. « Ne vous inquiétez pas. » Elle se tourna vers la caisse et sortit un billet de 5 € froissé de la poche de son tablier, son argent pour le ticket de bus pour entrer. « Je m'en occupe. » Elle enregistra la vente. Total, 2,50 €. La machine bipa. Le vieil homme la regarda, ses yeux bleus larmoyants scrutant son visage. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Ce n'est qu'un café, » dit-elle avec un petit sourire sincère. « Tout le monde mérite une tasse de café chaud par un jour comme aujourd'hui. »
Rentrez bien chez vous, monsieur. Il soutint son regard un long moment, une émotion indéchiffrable vacillant dans ses yeux. Puis il hocha lentement et délibérément la tête. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, jeune fille. » Il se retourna et sortit du bistrot, disparaissant dans la brume grise. Brigitte renifla. « Pigeon, c'est ton ticket de bus, tu sais. Maintenant, tu vas rentrer à pied sous la pluie. »« Ce n'est qu'une marche, Brigitte, » dit Audrey, ses yeux toujours fixés sur la porte par laquelle il était sorti. Elle sentit une étrange sensation de paix s'installer en elle. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Pas vraiment. C'était une impulsion, un sentiment. Pour quelques euros, elle avait épargné sa dignité à un homme. Cela semblait être un juste échange. Alors qu'elle se tournait pour essuyer le comptoir, elle n'avait aucune idée que ce petit acte de gentillesse, apparemment insignifiant, n'était pas une fin, mais le début d'une histoire si immense qu'elle allait bouleverser son monde. Elle venait de passer le test le plus important de sa vie, et elle ne savait même pas qu'elle était évaluée. Les semaines qui suivirent effacèrent le souvenir du vieil homme dans un flot d'épuisement et de routine. La vie au bistrot de l'Aurore était un cycle incessant de levers matinaux, de pieds endoloris et d'une odeur persistante de graisse dans ses cheveux. Audrey enchaînait les services, prenait des week-ends supplémentaires et dessinait des esquisses pour une nouvelle série de tableaux sur des serviettes en papier pendant ses rares pauses de 5 minutes. Léo avait appelé, ravi d'avoir été accepté dans un prestigieux programme de stage d'été, une opportunité qui accélérerait sa carrière. La nouvelle fut un baume pour son âme lasse, mais cela signifiait aussi que le paiement des frais de scolarité pour son prochain semestre se profilait, plus grand que jamais. Le billet froissé de 5 € qu'elle avait utilisé pour le café du vieil homme était oublié. Un sacrifice minuscule dans une vie bâtie sur des sacrifices. Un vendredi après-midi, après un service de midi exténuant, elle retourna à son petit appartement au 3e étage. Le couloir de l'immeuble sentait le chou bouilli et les tapis humides. Une grande enveloppe de couleur crème était collée sur sa porte. Elle était faite d'un papier épais et de qualité, totalement déplacé contre la peinture écaillée de sa porte. Son nom, Mademoiselle Audrey Bell, était écrit sur le devant d'une élégante calligraphie en boucle. Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'un avis d'expulsion, un avis de luxe conçu pour adoucir le coup. Son cœur battait la chamade contre ses côtes tandis qu'elle cherchait ses clés. À l'intérieur, elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. Ce n'était pas un avis d'expulsion. L'entête était ornée d'un blason doré qu'elle ne reconnut pas, un dé élaboré entrelacé avec une représentation du globe terrestre. Le nom du cabinet était imprimé en dessous en lettres sobres et puissantes. Piquet et Associés, conseil juridique. La lettre elle-même était brève et formelle. Chère Mademoiselle Bell, la présente a pour objet de solliciter votre présence en nos bureaux situés au 1400 place du Chemin, 50e étage, le lundi 6 octobre à 10 heures précises. L'affaire à discuter est d'une nature hautement confidentielle et urgente, concernant la succession de notre défunt client, Monsieur Jean Duchemin. Veuillez vous munir d'une pièce d'identité en cours de validité. Un service de voiture a été organisé pour votre convenance et vous attendra devant votre résidence à 9h15. Cordialement, Maître Laurent Piquet, associé principal. Audrey la lut 3 fois. La tour du Chemin était le gratte-ciel le plus haut et le plus intimidant de la ville, une tour scintillante de verre noir et d'acier qui grattait les nuages. C'était un monument à un monde de pouvoir et de richesse qu'elle n'avait jamais vu que de l'extérieur. Jean Duchemin. Le nom lui semblait vaguement familier, comme une marque ou une dynastie locale dont elle aurait pu lire quelque chose. Son esprit s'emballa. Était-ce une erreur? Une arnaque? Avait-elle été témoin d'un accident et ils avaient besoin d'une déposition? Mais pourquoi le service de voiture? Pourquoi ce ton formel et urgent? Une peur froide l'envahit. Peut-être que le vieil homme du bistrot avait eu des ennuis après son départ, et qu'elle était impliquée d'une manière ou d'une autre. Elle appela Léo ce soir-là, sa voix un murmure nerveux. J'ai reçu cette lettre bizarre, Léo, d'un grand cabinet d'avocats du centre-ville. Piquet et Associés. La voix de Léo était vive de reconnaissance. Audrey, ce n'est pas n'importe quel cabinet. Il représente Jean Duchemin. Duchemin Global Logistique. C'est l'un des hommes les plus riches du pays. Il possède pratiquement les voies de navigation de la côte ouest. Que pourrait-il bien te vouloir? Je n'en ai aucune idée, avoua-t-elle, le nœud dans son estomac se resserrant. Ils ont dit que c'était à propos de sa succession, qu'il était leur défunt client. Défunt? Tu veux dire qu'il est mort? Je suppose, dit-elle, les mots sonnant étrangement dans sa bouche. Tu dois y aller, Audrey, insista Léo. C'est trop bizarre pour être ignoré. Un service de voiture. Le 50e étage. Ce n'est pas une convocation au tribunal pour une amende. Sois juste prudente. Ne signe rien.
Appelle-moi dès que tu sors. Le week-end fut un brouillard d'anxiété. Elle repassa son unique chemisier décent, un simple chemisier bleu marine, et s'inquiéta que son pantalon noir ressemble trop à une partie de son uniforme de travail. Elle dormit à peine, son esprit conjurant 1000 scénarios terrifiants. Le lundi matin, à 9h15 précise, une berline noire et élégante, du genre qu'elle n'avait jamais vu que dans les films, s'arrêta en ronronnant devant son immeuble délabré. Le chauffeur, un homme en costume impeccable, sortit et lui ouvrit la portière, s'adressant à elle en tant que Mademoiselle Belle. L'intérieur sentait le cuir propre et l'argent discret. Alors que la voiture glissait silencieusement dans le trafic de la ville, Audrey se sentit comme une imposteuse, une fille dans un costume d'emprunt en route pour une fête à laquelle elle n'avait jamais été censée assister. Le hall de la Tour du Chemin était une cathédrale de marbre et de verre. Des hommes et des femmes en costume sur mesure se déplaçaient avec un air d'importance pressée, leurs chaussures chères claquant sur le sol poli. Audrey se sentit petite et déplacée, serrant son sac à main usé. La montée en ascenseur jusqu'au 50e étage fut une ascension silencieuse et angoissante. Les bureaux de Piquet et associés étaient encore plus imposants. Une vaste réception offrait une vue panoramique sur la ville en contrebas. L'air était calme, le silence seulement rompu par le doux bourdonnement d'un système de ventilation caché. Une réceptionniste à l'air sévère la dirigea vers une grande salle de conseil. La pièce était dominée par une table en acajou, si longue qu'elle aurait pu accueillir 20 personnes. À l'extrémité, se découpant sur la baie vitrée allant du sol au plafond, se tenait un homme. Il était grand et impeccablement vêtu d'un costume gris foncé. Il se tourna lorsqu'elle entra. Son visage était fin et intelligent, ses cheveux d'un argenté distingué aux tempes. « Mademoiselle Belle, dit-il, sa voix calme et résonnante. Merci d'être venue. Je suis Laurent Piquet. » Il désigna une chaise en face de lui. « Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Audrey s'assit sur le bord de la chaise en cuir moelleux, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Son cœur battait un rythme effréné contre ses côtes. De quoi pouvait-il bien s'agir? Laurent Piquet s'assit, ouvrit un épais dossier relié en cuir devant lui et la regarda avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Ce n'était pas méchant, mais c'était intensément sérieux. « Mademoiselle Belle, » commença-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Comme ma lettre l'indiquait, mon client, Monsieur Jean Duchemin, est décédé il y a 2 semaines. Je suis l'exécuteur de son testament, et vous, Audrey Belle, en êtes une partie centrale. » Audrey fixa Laurent Piquet, son esprit luttant pour assimiler ces mots. « Je suis désolé. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais rencontré de Monsieur Jean Duchemin. Je ne sais pas qui c'est. » Piquet se pencha légèrement en avant, son regard inébranlable. « Oh, mais si, Mademoiselle Belle. Vous l'avez rencontré l'après-midi du mardi 9 septembre, dans un petit établissement appelé le Bistrot de l'Aurore. » Il fit glisser une photographie sur la table en acajou poli. C'était un portrait professionnel d'un homme d'un certain âge. Il était vêtu d'un costume sur mesure impeccable, une lueur de confiance, presque impitoyable, dans les yeux. Il avait l'air puissant, autoritaire, le genre d'homme qui bâtit des empires. Mais sous les vêtements coûteux et la posture puissante, il n'y avait pas à se méprendre sur le visage, la carte routière de rides, la forme de sa mâchoire, et surtout, les yeux bleu pâle et larmoyants. C'était lui, le vieil homme du bistrot. Le souffle d'Audrey se coupa dans sa gorge. L'homme au manteau effiloché, l'homme qu'elle avait supposé être sans abri ou indigent, était Jean Duchemin, un titan de l'industrie. La pièce devint soudain très froide. Son nom? Il n'a pas, balbutia-t-elle. Il se faisait souvent appeler Monsieur Henri lors de ses promenades, expliqua Piquet, sa voix s'adoucissant légèrement. Ou parfois, il ne donnait aucun nom du tout. Monsieur Duchemin était un homme d'une immense richesse, mais il se méfiait bien plus de la richesse que du caractère. Durant la dernière année de sa vie, depuis son diagnostic, il menait une recherche discrète. Il cherchait quelque chose que sa propre famille, malheureusement, ne pouvait pas lui fournir. Un héritier, non pas de son sang, mais de ses valeurs. La tête d'Audrey tournait. Un héritier? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Je lui ai juste payé une tasse de café. Précisément, dit Piquet, un soupçon de ce qui ressemblait à un sourire touchant ses lèvres. Vous voyez, Mademoiselle Belle, c'est juste une tasse de café, était l'aboutissement de sa recherche. Il a visité des dizaines d'établissements. Il s'est présenté comme pauvre, oublieux et dans le besoin. Il a été ignoré, ridiculisé et, à 3 reprises, expulsé de force. Les gens voyaient un fardeau, une nuisance. Ils voyaient un manteau effiloché et des poches vides. Vous avez vu un être humain. Il fit glisser vers elle un document, relié dans le même cuir que son dossier.
Il était épais, rempli d'un texte juridique dense. Ceci est un résumé du testament de Monsieur Duchemin. Il a laissé des provisions modestes mais substantielles à son fils et à sa petite-fille, assez pour qu'il ne manque jamais de rien. Cependant, la majeure partie de sa succession, ses parts majoritaires dans Duchemin Global Logistique, ses propriétés, ses liquidités et l'ensemble de son portefeuille ont été placés dans un trust. Un trust dont vous, Mademoiselle Belle, êtes l'unique bénéficiaire. La mâchoire d'Audrey tomba. Les mots n'avaient aucun sens. C'était comme s'il parlait une langue étrangère. Bénéficiaire ? Je ne comprends pas. De combien parle-t-on ? Laurent Piquet la regarda droit dans les yeux. Sa voix était calme et claire. L'évaluation actuelle du Trust Duchemin est estimée à environ 7,4 milliards d'euros. Le chiffre flotta dans l'air, vaste et incompréhensible. 7 milliards 400 millions. Audrey sentit une vague de vertige l'envahir. C'était une blague. Ça devait être une farce cruelle et élaborée. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Non, c'est impossible. Pour un café à 2 euros, c'est insensé. Monsieur Duchemin ne considérait pas cela comme insensé, rétorqua Piquet. Il considérait cela comme l'investissement le plus judicieux qu'il ait jamais fait. Il vous a laissé une lettre personnelle. Il lui tendit une autre enveloppe de couleur crème. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine l'ouvrir. L'écriture à l'intérieur était tremblante mais ferme. Chère Mademoiselle Belle, si vous lisez ceci, alors ma recherche est terminée, et mon temps aussi. Pardonnez la supercherie, mais un homme dans ma position apprend que l'argent est un mur qui vous empêche de voir la vraie nature d'une personne. J'ai passé ma vie à bâtir un empire sur la logistique, sur l'efficacité, sur la prédiction des résultats. Mais la seule chose que je n'ai pas réussi à construire, c'est un héritage de caractère au sein de ma propre famille. Il voit mon entreprise comme un trophée à gagner, une vache à traire. Il valorise les bilans, pas les gens. Cet après-midi pluvieux, j'étais au plus bas, non pas financièrement, mais spirituellement. J'étais sur le point de renoncer. J'en étais venu à croire que la gentillesse, sans attente de récompense, était un mythe. Puis vous êtes intervenu. Et vous ne l'avez pas fait pour la reconnaissance. Vous l'avez fait quand vous pensiez que personne d'important ne regardait. Vous avez défendu la dignité d'un vieil homme avec votre propre argent pour le bus. En ce seul instant, vous avez montré plus d'intégrité et de compassion que je n'en ai vu dans ma salle de conseil en 40 ans. Cette fortune est un grand poids. Elle peut être un outil de création ou une arme de destruction. Je ne vous la donne pas. Je vous la confie. Faites-en ce que vous voulez, mais mon dernier souhait est que vous la dirigiez avec le même cœur que vous avez montré à un vieil homme seul dans un bistrot bon marché. Vous l'avez mérité. Ne laissez personne vous dire le contraire. Sincèrement, Jean Duchemin, l'homme au café. Des larmes montèrent aux yeux d'Audrey tandis qu'elle lisait la lettre. Le choc était lentement remplacé par un sentiment profond et bouleversant d'incrédulité. Cependant, la voix de Laurent Piquet coupa sa rêverie, la ramenant brutalement à la froide réalité de la salle de conseil. Il y a une condition. Une très importante. Audrey leva les yeux, essuyant une larme de sa joue. Une condition. Oui. Monsieur Duchemin était un homme d'affaires. Jusqu'au bout. Il croyait au potentiel, mais il exigeait des preuves. Vous n'héritez pas de cette fortune purement et simplement. Pas encore. Le testament stipule une période probatoire. Pendant les 3 prochains mois, vous devrez assumer un poste de conseillère spéciale auprès du PDG de Duchemin Global Logistique. Vous aurez un accès complet, une habilitation de sécurité et un siège à la table. Vous apprendrez le métier de l'intérieur. À la fin de ces 90 jours, le conseil d'administration votera. Ils décideront si vous avez l'aptitude, la résilience et le caractère pour diriger l'entreprise vers l'avenir. S'ils votent en votre faveur, le trust vous appartient entièrement. S'ils votent contre vous, Piquet fit une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'installer. L'ensemble de la succession sera liquidé et donné à une série d'œuvres de charité choisies par le conseil. Vous recevrez une indemnité de départ unique de 100 000 € pour votre temps et vos efforts, et vous quitterez cette vie pour toujours. Avant même qu'Audrey ne puisse répondre, les portes de la salle de conseil s'ouvrirent à la volée. Un homme d'une 40aine d'années, le visage empourpré de rage, et un costume parfaitement taillé qui semblait tendu aux épaules, entra en trombe. Il était suivi d'une jeune femme, probablement au début de la vingtaine, dont la robe de créateur et le regard glacial firent sentir à Audrey qu'elle était un insecte sous un microscope. « Piquet, que signifie tout ceci » gronda l'homme, sa voix résonnant dans la vaste pièce. « Mes sources au conseil me disent que vous lisez le testament sans nous. » « Et qui diable est-ce » Il fit un geste dédaigneux de la main vers Audrey, ses yeux remplis de mépris. Laurent Piquet se leva lentement,
son calme contrastant vivement avec la fureur de l'homme. Grégoire, Pénélope, permettez-moi de vous présenter. Voici mademoiselle Audrey Belle, la successeur choisie par votre père. Grégoire Duchemin fixa Audrey comme si elle était une saleté qu'on avait traînée sur son tapis immaculé. Son visage, déjà rouge de colère, vira au cramoisi. Pénélope, sa fille, se contenta de rire, un son court, sec et laid, dépourvu de tout humour. Hein? Ricana Pénélope, ses yeux parcourant le simple chemisier et le pantalon usé d'Audrey. Grand-père a laissé l'entreprise à une serveuse. C'est une blague de sénile. Les termes du testament sont juridiquement inattaquables, Pénélope, déclara calmement Laurent Piquet, bien que sa posture se soit raidie. Votre grand-père était sain d'esprit et de corps lorsqu'il a signé, un fait attesté par 3 médecins indépendants. Grégoire abattit sa main sur la table en acajou, faisant sursauter Audrey. Je suis son fils. J'ai consacré toute ma vie à cette entreprise. Je suis l'héritier légitime. Vous croyez que je vais laisser cette chercheuse d'or inconnue valser ici et prendre tout ce que mon père a construit? Votre père, rétorqua Piquet, sa voix maintenant glaciale, croyait que vous considériez l'entreprise comme votre tirelire personnel. Il a documenté en détail vos tentatives d'utiliser les actifs de l'entreprise pour des entreprises personnelles, votre attitude méprisante envers la main-d'œuvre et votre manque fondamental de vision au-delà des profits du prochain trimestre. Il tourna ensuite son regard froid vers Pénélope. Et vous, a-t-il noté, voyez Duchemin Global comme un peu plus qu'une marque à attacher à votre présence insipide sur les réseaux sociaux. Il cherchait un bâtisseur, pas des héritiers. Les insultes firent mouche. Grégoire fut momentanément sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Le visage de Pénélope se durcit en un masque de fureur pure. Ça ne tiendra pas, Piquet, cracha finalement Grégoire, pointant un doigt tremblant vers Audrey. Nous contesterons. Nous traînerons son nom dans la boue. Quand nos avocats en auront fini avec elle, tout le monde croira qu'elle est une escroc qui a profité d'un vieil homme malade. Nous l'enterrerons. Audrey, qui était restée figée sur sa chaise, retrouva sa voix. Elle était faible mais stable. Je n'ai rien demandé de tout cela. Pénélope ricana. Oh, s'il te plaît, ne joue pas la naïve innocente. Tu as vu un vieil homme, il avait l'air riche et tu as joué ton rôle. C'était combien? Une tasse de café. Tu es moins cher que je ne le pensais. Ça suffit. Ordonna Piquet. Les termes sont fixés. Mademoiselle Belle a jusqu'à la fin de la journée pour accepter le défi. Si elle accepte, elle commencera demain. Un appartement de fonction a été préparé pour elle, ainsi qu'un dossier d'information préliminaire. Grégoire, en tant que directeur général adjoint par intérim, vous devrez faciliter son intégration. C'était un ordre direct dans le testament. Le regard que Grégoire lança à Audrey était du pur venin. Faciliter? Oh, je vais faciliter. Je m'assurerai qu'elle soit si complètement dépassée qu'elle suppliera de retourner à son boui-boui graisseux avant la fin de la semaine. Avec un dernier regard furieux, Grégoire et Pénélope sortirent de la salle de conseil, laissant un silence vibrant dans leur sillage. Audrey avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'argent, l'entreprise, tout cela semblait être un fantasme, mais la haine dans les yeux de Grégoire et Pénélope était terrifiante de réalité. Maître Piquet, je ne peux pas faire ça. Je suis une serveuse. Je peins. Je ne connais rien à la logistique ou aux salles de conseil. Ils vont me mettre en pièces. Piquet s'assit, son attitude professionnelle s'adoucissant en quelque chose de plus paternel. Audrey, puis-je vous appeler Audrey? J'en savais que vous n'étiez pas une femme d'affaires. Il n'en cherchait pas une. Il cherchait une fondation. Il croyait que les compétences en affaires pouvaient être enseignées. Mais le caractère, l'intégrité, l'empathie, ce sont des qualités innées. Il les a vues en vous. Il fit un geste vers la fenêtre, vers la ville tentaculaire en contrebas, les ports visibles au loin ou d'immenses porte-conteneurs, tous arborant le dé de Duchemin, étaient déchargés. Tout cet empire là-dehors fonctionne grâce aux gens. Des milliers d'entre eux. Des chauffeurs de camions, des magasiniers, des analystes de données, des managers. Jean a commencé comme docker. Il n'a jamais oublié ça. Son fils, si. Jean croyait que l'entreprise avait perdu son âme. Il espère que vous pourrez être celle qui la retrouvera. Audrey pensa à Léo, à ses frais de scolarité, à la chance de lui donner une vie libérée du poids écrasant des soucis financiers. Elle pensa à ses propres rêves abandonnés, aux toiles qu'elle ne pourrait jamais s'offrir, à l'atelier d'artiste qui était une lointaine fantaisie. Et puis elle pensa à la lettre du vieil homme. Je vous la confie. Ce n'était pas un trophée. C'était une responsabilité. Une responsabilité terrifiante et monumentale. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce aussi une chance.
Une chance d'être plus qu'une simple serveuse menant une demi-vie. Elle prit une profonde inspiration, l'air de la salle de conseil stérile semblant électrique. « Qu'y a-t-il dans le dossier d'information » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Un sourire sincère illumina enfin le visage stoïque de Laurent Piquet. « Tout ce que vous devez savoir sur votre nouvelle vie et vos nouveaux ennemis. » Ce soir-là, Audrey ne fut pas raccompagnée à son appartement miteux, mais à un penthouse dans un élégant gratte-ciel du centre-ville. L'appartement de fonction était un palais de verre et de cuir blanc, avec des vues s'étendant jusqu'à l'horizon. Sur une table basse en marbre reposait une pile d'épais classeurs et une tablette. Le titre du classeur supérieur indiquait « Projet héritage, introduction à Duchemin Global Logistique ». Elle retira ses chaussures usées et s'enfonça dans un canapé plus doux que son propre lit. En ouvrant le premier classeur, elle vit un organigramme. Tout en haut se trouvait le conseil d'administration, juste en dessous du poste de PDG, actuellement vacant. Puis 2 lignes d'autorité se ramifiaient. Grégoire Duchemin, directeur général adjoint, et Pénélope Duchemin, directrice marketing et image de marque. Et là, connectée directement au poste de PDG par une ligne pointillée, se trouvait une nouvelle case, Audrey Bell, conseillère spéciale. Elle était une île, complètement seule dans une mer de requins. Le compte à rebours de 90 jours avait commencé. La cage dorée était magnifique, mais elle savait que juste à l'extérieur de ses barreaux, les loups attendaient. Le premier jour d'Audrey chez Duchemin Global ne fut pas un baptême du feu, mais une lente et tortueuse noyade dans l'eau glacée. Lorsqu'elle entra à l'étage de la direction, un silence se fit dans le bureau paysager, toutes les têtes se levèrent, toutes les conversations s'éteignirent. Elle était parfaitement consciente de sa robe de prêt-à-porter, achetée en panique la veille au soir, au milieu d'une mer de costumes sur mesure et de griffes de créateurs. Les regards étaient un mélange de curiosité, de suspicion et d'hostilité pure et simple. Elle était le spécimen extraterrestre, la gagnante de loterie qui avait trébuché dans le temple. Grégoire avait, comme promis, facilité son intégration. Il lui avait attribué un petit bureau aux parois de verre, plus un bocal à poisson qu'un espace de travail, situé en plein milieu du pôle des assistants de direction. Sa tâche officielle, assignée par lui via un courriel sec, était d'examiner et de synthétiser les rapports hebdomadaires des départements pour un résumé exécutif. C'était une manœuvre classique de mise au placard en entreprise, une tâche fastidieuse et non essentielle conçue pour l'ensevelir sous la paperasse et la tenir à l'écart de toute prise de décision réelle. Les rapports étaient une montagne de jargon abscons, synergie, indicateurs de performance clés, paradigme logistique, optimisation de la chaîne d'approvisionnement. C'était une langue qu'elle ne parlait pas. Pendant les 2 premiers jours, elle sentit une vague de panique monter. Elle passait des heures à lire une seule page, la tête lui faisant mal, les mots se brouillant. La guerre ne se menait pas à coups de grandes batailles, mais par 1000 petites coupures. Son identifiant informatique tombait mystérieusement en panne chaque matin. Les invitations à des réunions qu'elle était censée recevoir n'arrivaient jamais. Lorsqu'elle demanda à une assistante le chemin des archives, on l'envoya dans un sous-sol à l'autre bout du campus. Les attaques de Pénélope étaient plus subtiles, mais tout aussi vicieuses. Elle passait devant le bureau de verre d'Audrey avec un groupe de son équipe marketing, parlant juste assez fort pour être entendue. « Vous y croyez ?» Elle a demandé ce qu'était l'EBITDA hier. Franchement, grand-père devait être complètement sénile. Elle organisa des renversements de café accidentels sur le bureau d'Audrey et lança la rumeur parmi le personnel junior qu'Audrey était une espionne industrielle placée par une société rivale. Audrey déjeunait seule dans son bureau, les salades de traiteur extravagantes fournies au cadre ayant un goût de cendre dans sa bouche. Chaque soir, elle retournait au penthouse silencieux et stérile et s'effondrait, non pas à cause du travail physique, mais de la pure tension mentale et émotionnelle d'être une étrangère, une ennemie dans sa propre entreprise. Elle appelait Léo tous les soirs, la voix tendue par des larmes non versées, mais elle ne lui raconta jamais toute l'étendue de sa misère. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Ce fut au cours de la 2e semaine, ensevelie sous un rapport abrutissant de la division des transports routiers de la région Rhône-Alpes, que quelque chose changea. Elle était sur le point d'abandonner pour la journée quand un poste particulier attira son attention. Dépassement de carburant, itinéraire RD 383, écart de 18%. C'était enfoui dans une mer de données, écarté dans une note de bas de page comme une anomalie statistique due au schéma de trafic saisonnier. Quelque chose là-dedans lui semblait faux. Au fil de ses années au bistrot, elle était devenue une experte en schéma. Elle savait qui venait à quelle heure, qui commandait quoi, qui laissait un bon pourboire et qui non. Son esprit fonctionnait visuellement, voyant le flux d'une pièce. Elle consulta les rapports des mois précédents. L'anomalie était là à chaque fois, toujours autour de 15 à 20%. Ce n'était pas une anomalie. C'était un schéma. Faisant appel à ses compétences artistiques longtemps en sommeil,
Elle ne se contenta pas de lire les données. Elle les visualisa. Elle prit une grande feuille de papier et commença à cartographier l'itinéraire RD 383, un long chemin sinueux à travers une zone peu peuplée à l'est de Lyon. Elle croisa les dépenses de carburant avec les registres des chauffeurs et les manifestes de livraison. Elle travailla tard dans la nuit, les lumières de la ville scintillant en dessous d'elle. À 3 heures du matin, elle l'avait trouvé. Les camions sur cet itinéraire spécifique enregistraient constamment 60 km de plus par trajet que la longueur officielle de l'itinéraire. C'était un petit détail, mais multiplié par des dizaines de camions effectuant des trajets quotidiens, cela représentait des millions d'euros de carburant et d'heures de travail gaspillées chaque année. Les chauffeurs ne volaient pas. Ils suivaient un itinéraire ridiculement inefficace et obsolète qui n'avait jamais été réévalué. Le lendemain matin, elle entra dans le bureau de Laurent Piquet sans rendez-vous. Elle étala ses cartes dessinées à la main et ses graphiques simples sur son bureau. Elle était nerveuse, sa voix tremblant au début, mais en expliquant ses découvertes, elle gagna en confiance. Elle n'utilisait pas leur jargon, mais elle parlait le langage universel du bon sens. L'itinéraire les oblige à contourner tout le massif du Mont-d'Or, expliqua-t-elle en traçant la ligne avec son doigt. Mais la route départementale 383 a été élargie il y a 5 ans. Elle passe tout droit. Cela permettrait d'économiser 1 heure de conduite et au moins 60 km par camion et par trajet. Pourquoi utilisons-nous encore l'ancien itinéraire? Piquet écouta attentivement, son expression indéchiffrable. Quand elle eut terminé, il regarda ses cartes, puis la regarda à nouveau. Il prit son téléphone. « Passez-moi Franck Meunier aux opérations », ordonna-t-il. Quelques minutes plus tard, un homme grisonnant et à l'air las, dans la soixantaine, se tenait dans le bureau. Franck Meunier était le chef des opérations pour l'Europe de l'Ouest, un homme qui avait travaillé pour Jean Duchemin pendant 40 ans. Grégoire le traitait comme une vieille relique. Piquet demanda à Audrey d'expliquer à nouveau ses découvertes. Meunier écouta, les bras croisés, un air sceptique sur le visage. Quand elle eut fini, il grogna. La 383 est une route départementale. Nous avons une politique d'entreprise pour l'éviter. Plus de trafic, plus de risques d'accident. Quelqu'un a-t-il réellement vérifié les données de trafic récemment? Demanda doucement Audrey. Ou est-ce juste une vieille supposition? Il y eut un long silence. Meunier la fixa, et pour la première fois, le scepticisme dans ses yeux fut remplacé par une lueur de respect réticent. Je vais regarder ça. Il quitta le bureau. Piquet se tourna vers Audrey. Franck Meunier a été le premier employé de votre père. Il est d'une loyauté à toute épreuve, mais il a été mis de côté par Grégoire pendant des années. Vous venez peut-être de lui rappeler ce que cette entreprise est censée être. Il marqua une pause, puis ajouta « J'en ai pas seulement vu votre gentillesse, Audrey. Il a vu votre esprit. Vous ne voyez pas des chiffres sur une page. Vous voyez une histoire. Vous voyez les gens derrière les données. Ne les laissez jamais vous faire croire que c'est une faiblesse. C'est votre plus grande force. » En retournant à son bureau bocal, Audrey sentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son arrivée. L'espoir. Les coups bas faisaient encore mal, mais pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas seulement une cible. Elle pouvait riposter. Non pas avec leurs armes d'arrogance et de sabotage, mais avec les siennes. Son œil d'artiste, son attention aux détails de serveuse et une décence fondamentale qu'ils avaient depuis longtemps oubliée. La guerre était loin d'être terminée, mais elle venait de remporter sa première petite bataille cruciale. La découverte d'Audrey concernant l'itinéraire RD 383 envoya une onde de choc, petite mais palpable, à travers l'étage de la direction. L'équipe de Franck Meunier confirma ses conclusions. Le passage au nouvel itinéraire permettrait à l'entreprise d'économiser environ 4,2 millions d'euros par an. Une note de service interne fut diffusée, attribuant la découverte à une initiative de projet spécial. Mais les rumeurs connaissaient la vérité. La serveuse avait trouvé quelque chose que toute l'équipe surpayée des opérations, sous la direction de Grégoire Duchemin, avait manqué pendant 5 ans. Grégoire était incandescent de rage. La petite victoire d'Audrey était une humiliation directe pour lui. Il ne la voyait pas comme un avantage pour l'entreprise, mais comme une attaque personnelle contre sa compétence. Le sabotage subtil dégénéra en guerre ouverte. Il commença à la défier publiquement dans les réunions auxquelles elle insistait maintenant pour assister, utilisant une terminologie financière complexe conçue pour la faire trébucher. « Mademoiselle Belle », disait-il avec un sourire prédateur, « peut-être pourriez-vous nous éclairer sur les tableaux d'amortissement dégressif pour l'acquisition de la nouvelle flotte avant de continuer ?» Au début, elle trébucha. Elle rougissait et admettait ne pas avoir la réponse. Mais elle apprenait vite. Elle passait ses nuits à dévorer des livres sur la finance d'entreprise,
à suivre des cours de commerce en ligne et à prendre des cours particuliers tard le soir avec un patient Laurent Piquet. Bientôt, elle put tenir tête. « En fait, Grégoire, » répondit-elle froidement lors d'une réunion un jour, « si vous croisez le tableau d'amortissement proposé avec les projections de dépenses en capital du troisième trimestre, vous verrez que cela crée une charge fiscale importante. Un modèle de location-vente serait bien plus avantageux. » La salle de conseil se tut. Le sourire de Grégoire s'évanouit. Non seulement elle avait compris la question, mais elle avait proposé une meilleure solution. Frustré et de plus en plus désespéré, Grégoire réalisa qu'il ne pouvait pas la battre sur le mérite. Il décida donc de détruire son personnage. Il conçut un plan à la fois brillant dans sa ruse et ignoble dans son intention. Il approcha un jeune analyste du département financier, un jeune homme nommé Kevin, qui croulait sous les dettes étudiantes. Grégoire lui offrit une bouée de sauvetage, une prime massive non déclarée et une promotion à un poste de direction au bureau de Singapour de l'entreprise, loin de tout regard indiscret. Tout ce que Kevin avait à faire était d'exécuter quelques transactions numériques simples. En l'espace d'une semaine, Kevin, utilisant un code d'accès de haut niveau temporaire que Grégoire lui avait fourni, effectua une série de petits transferts intraçables d'un compte de filiale de Duchemin Global vers un compte offshore anonyme aux îles Caïmans. Le total s'élevait à 5 millions d'euros. Puis vint le coup de maître. Kevin, utilisant un logiciel sophistiqué, falsifia la piste numérique. Il réachemina soigneusement les miettes de pain numérique, plantant des preuves qui donnaient l'impression que les transferts avaient été initiés depuis l'adresse IP assignée à l'ordinateur de bureau d'Audrey Bell. En guise de touche finale, il créa une fausse chaîne de mai entre le compte d'Audrey et un courtier international fictif, discutant du décaissement des fonds. Le piège était tendu. 2 semaines avant la fin du délai de 90 jours, Grégoire convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il se tint devant eux, le visage un masque de regret solennel et fin. « Messieurs, » commença-t-il, la voix lourde, « c'est avec le cœur lourd que je dois porter à votre attention une affaire grave. Un audit interne récent a mis au jour un crime financier important contre cette entreprise. » Il présenta les preuves, les journaux de transfert, les données d'adresse IP, les emails fabriqués accablant. Tout pointait directement et irréfutablement vers Audrey. Les membres du conseil, dont la plupart étaient déjà sceptiques à son égard, examinèrent les preuves avec des visages de pierre. Cela confirmait leur pire crainte. Elle était une arnaqueuse, une voleuse ordinaire qui avait eu la chance de sa vie. Laurent Piquet protesta immédiatement, mais les preuves numériques étaient accablantes. Audrey fut convoquée dans la salle de conseil. Elle entra en s'attendant à une discussion sur les rapports trimestriels et fut accueillie par un mur de regards froids et accusateurs. « Mademoiselle Bell, » dit gravement le président du conseil, un homme sévère nommé Henri Valois, « nous avons des preuves que vous avez détourné 5 millions d'euros de cette entreprise. Pouvez-vous expliquer cela ?» Audrey regarda les impressions qu'il poussa sur la table. Son sang se glaça. Elle vit son nom, son adresse IP, lié à un crime qu'elle n'avait pas commis. « Ce n'est pas réel. Je n'ai pas fait ça. Je ne ferai jamais ça. » « Les données disent le contraire, » dit Grégoire, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. « Nous voulions croire en vous, Audrey. Mon père le voulait. Mais il semble que son sentimentalisme ait été tragiquement mal placé. » Elle fut suspendue dans l'attente d'une enquête formelle, que Grégoire assura au conseil qu'il superviserait personnellement. Elle fut escortée hors du bâtiment par la sécurité, ses effets personnels dans une boîte en carton. Les chuchotements et les regards la suivirent, non plus curieux, mais remplis de condamnation. Elle n'était plus l'outsider. Elle était la méchante. De retour dans le Penthouse solitaire, les murs semblaient se refermer sur elle. Son accès au serveur de l'entreprise fut coupé. Sa carte d'accès fut désactivée. Elle était totalement seule, exclue et accusée. Le désespoir l'envahit, épais et suffocant. Ils avaient gagné. Grégoire et Pénélope avaient gagné. Elle faillit abandonner. Elle faillit appeler Laurent Piquet et lui dire qu'elle renonçait, qu'elle prendrait l'indemnité et disparaîtrait. Mais alors elle pensa à la lettre de Jean. Ne laissez personne vous dire le contraire. Elle pensa au regard dans les yeux de Grégoire, ce regard triomphant et suffisant. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de lui prouver qu'il avait tort. Son esprit repassa les dernières semaines en revue, cherchant n'importe quoi, n'importe quel petit détail. Et puis elle se souvint de quelque chose, une brève conversation qu'elle avait eue avec Kevin, le jeune analyste. Il s'était plaint d'une nouvelle mise à jour logicielle sur son ordinateur, disant qu'elle était boguée. Elle l'avait aussi remarqué plusieurs fois près de son bureau tard le soir, ce qui était inhabituel pour un employé junior. C'était un fil mince, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas accéder au système du chemin, mais elle avait toujours Franck Meunier. Elle appela le vieux directeur des opérations,
Sa voix désespérée. Franck, c'est Audrey. Je sais ce qu'ils disent de moi, mais ce n'est pas vrai. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de tout savoir sur la mise à niveau de la sécurité du réseau qui a eu lieu la semaine dernière. Meunier resta silencieux un moment. Il avait vu l'ambition de Grégoire se transformer en quelque chose de laid au fil des ans. Il avait vu les efforts sincères d'Audrey. « Je vais passer quelques appels », dit-il, sa voix bourrue. Sans promesse. 2 jours plus tard, une enveloppe ordinaire fut glissée sous la porte de son appartement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un nom et un numéro. Dana Valois, ingénieur réseau principal. Franck avait écrit une courte note en bas. Elle a été virée par Grégoire il y a 2 jours. Il a dit que son projet avait dépassé le budget. Ça m'a semblé bizarre. Le cœur d'Audrey battait à tout rompre. C'était ça. Elle composa le numéro. Une voix professionnelle, hélas, répondit. Audrey expliqua qui elle était et ce à quoi elle était confrontée. « Madame Valois, je pense que ma situation est liée à la raison de votre licenciement. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Retrouvez-moi dans 1 heure, » dit Dana. Le café au coin de la rue de la République et de la place Bellecour. Venez seul. Audrey rencontra l'ingénieur, une femme vive et pragmatique aux yeux fatigués. Dana expliqua qu'elle était en train de déployer un nouveau protocole de sécurité lorsque Grégoire avait brusquement coupé son budget et l'avait licencié. Il a dit que c'était une mesure de réduction des coûts, dit Dana en remuant son café au lait. Mais c'était étrange. Il m'a spécifiquement dit d'arrêter le déploiement pour le département de la finance exécutive. Il voulait qu'il reste sur l'ancien système pendant encore 1 mois. Cela n'avait aucun sens d'un point de vue de la sécurité. Cela les laissait vulnérables. Vulnérables à quoi ? Demanda Audrey. Dana la regarda. À quelqu'un avec un code d'administrateur de haut niveau, créant une autorisation utilisateur temporaire que l'ancien système ne signalerait pas comme une anomalie. Vulnérable à quelqu'un qui plante un fantôme dans la machine. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Grégoire ne l'avait pas seulement piégé. Il avait activement créé la faille de sécurité qui avait permis le coup monté. Maintenant, elle devait juste le prouver. A-t-il une trace de la création de cette autorisation ? Elle aurait été effacée du journal principal, dit Dana. Mais il y a toujours une sauvegarde, un serveur d'archives profondes dont l'accès est un cauchemar. Si l'équipe informatique de Grégoire a été négligente, le code source de l'autorisation pourrait encore s'y trouver. La réunion finale du conseil était prévue pour le lendemain. Le vote n'était qu'une simple formalité pour accepter la démission d'Audrey en disgrâce et installer officiellement Grégoire comme nouveau PDG. Le temps était écoulé. Audrey et Dana avaient une nuit pour accomplir un miracle, pour trouver le fantôme numérique qui exposerait un maître architecte de la tromperie ou le laisserait hériter d'un empire. L'atmosphère dans la salle de conseil de Duchemin Global était funèbre. Les membres du conseil étaient assemblés, leurs visages sombres. Grégoire Duchemin se tenait à la tête de la table, image d'un leadership sobre, tandis que Pénélope était assise à côté de lui, l'air suffisant. Laurent Piquet était assis, le visage de pierre, les documents du testament et du trust devant lui, ressemblant plus à une épitaphe qu'à un témoignage. Comme les preuves sont irréfutables, commença le président, Henri Valois, et que mademoiselle Belle n'a offert aucune défense, nous allons maintenant procéder au vote. D'abord, pour mettre fin formellement aux conditions probatoires du testament de M. Duchemin en raison d'une faute grave. Attendez. Le mot unique trancha le silence. Les portes de la salle de conseil s'ouvrirent et Audrey Belle entra. Elle n'était pas flanquée par la sécurité cette fois. Elle était flanquée de Franck Meunier d'un côté et d'une femme à l'air déterminée tenant un ordinateur portable de l'autre. « Vous n'êtes pas la bienvenue ici, mademoiselle Belle, » dit Valois, la voix dure. « Je crois que j'ai le droit d'être entendue, » dit Audrey, sa voix claire et forte. Elle ne contenait aucune de la peur ou de l'incertitude de son premier jour. Elle se dirigea d'un pas assuré vers la tête de la table, posant fermement ses mains sur sa surface polie. « Vous avez tous vu les preuves contre moi, » commença-t-elle, ses yeux balayant les visages des membres du conseil. « Et elles sont convaincantes. Si convaincantes, en fait, qu'elles n'ont pu être assemblées que par quelqu'un ayant une connaissance intime de nos systèmes. Quelqu'un qui avait non seulement l'accès pour commettre le crime, mais aussi le pouvoir de créer la vulnérabilité qu'il a permis. » Elle fit un signe de tête à Dana, qui connecta son ordinateur portable au grand écran de la pièce. Des lignes de code et des journaux systèmes remplirent le moniteur. « Voici Madame Dana Valois, notre ancienne ingénieure réseau principal, » annonça Audrey. « Elle a été licenciée par Grégoire 2 jours avant que les preuves contre moi ne soient découvertes. Il a prétendu que c'était une coupe budgétaire. La vérité, c'est qu'il l'a licenciée pour l'empêcher de mettre en œuvre une mise à niveau de sécurité qui aurait rendu son plan impossible.
Dana prit la parole, sa voix vive et professionnelle. Ce que vous voyez ici est le journal des archives profondes de notre serveur de sauvegarde. Il montre que le 24 octobre, une accréditation d'accès temporaire de niveau exécutif a été créée, utilisée pendant 14 minutes, puis supprimée. Le journal principal a été effacé, mais l'empreinte fantôme reste dans les archives. Cette accréditation a été utilisée pour autoriser les transferts et planter les fausses données sur le poste de travail de Mademoiselle Bell. Grégoire pâlit. C'est ridicule. Ce sont des absurdités fabriquées par une employée mécontente. Mais qui a créé l'accréditation ? Demanda Audrey, son regard se fixant sur Grégoire. Il fallait que ce soit quelqu'un avec le plus haut niveau de privilèges administratifs. Il n'y a que 4 personnes de ce type dans cette entreprise. Le chef du service informatique, Maître Piquet, moi-même, et vous, Grégoire. Elle marqua une pause. Oh, et il y en a un 5e. Un jeune analyste en finance nommé Kevin, qui a obtenu ce privilège pour exactement un jour, le jour des transferts. Le même jour où il a réservé un aller simple en première classe pour Singapour. Elle regarda le conseil, la pièce finale du puzzle. Les fonds n'ont pas été transférés vers un seul compte offshore. Ils ont été divisés. 5 millions aux Caïmans, oui. Mais 500 000 autres ont été virés sur un compte personnel appartenant à la mère de Kevin. Je suppose que Grégoire a appelé ça une prime à la signature. Elle projeta un relevé bancaire sur l'écran. La preuve était indéniable. La pièce était absolument silencieuse. Grégoire Duchemin, l'architecte du crime parfait, était exposé, son visage tordu dans un masque de fureur et de panique pure et sans mélange. Mensonge. Tout ça, ce sont des mensonges. Hurla-t-il, mais le désespoir dans sa voix ne convainquit personne. Henri Valois, le président, se leva lentement, son visage gravé de dégoût. Grégoire, vous êtes une honte pour le nom de votre père. Sécurité. 2 gardes entrèrent dans la pièce. Le combat était terminé. Alors que Grégoire et une Pénélope en larmes étaient escortés dehors, Audrey resta debout à la tête de la table, le poids du moment s'abattant finalement sur elle. Laurent Piquet s'éclaircit la gorge, un sourire profond et sincère se dessinant sur son visage. Eh bien, Mademoiselle Bell, il semble que la période probatoire soit terminée. Tous ceux en faveur de la ratification des dernières volontés de Jean Duchemin et de l'installation d'Audrey Bell comme nouvelle présidente de Duchemin Global. Toutes les mains dans la pièce se levèrent. Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais une fin réelle. Les mois qui suivirent furent les plus difficiles de la vie d'Audrey. Elle travailla sans relâche, apprenant, dirigeant et faisant des erreurs. Elle promut Franck Meunier au poste de directeur général adjoint, faisant confiance à son expérience. Elle réembaucha Dana avec un budget doublé pour la cybersécurité. Elle mit en place des programmes de formation pour les employés et de participation aux bénéfices, réinvestissant dans les personnes que Jean appréciait tant. Elle créa la Fondation Duchemin pour les arts et l'innovation, finançant des bourses pour les étudiants défavorisés comme Léo, s'assurant que d'autres rêveurs aient leur chance. Elle n'emménagea jamais dans le vaste manoir de Jean, préférant la vue de son appartement-terrasse. Un mardi après-midi pluvieux, 1 an après que sa vie ait changé, elle retourna au bistrot de l'Aurore. C'était calme. Elle s'assit à la banquette du coin, celle au vinyle déchiré. Une jeune serveuse à l'air fatigué s'approcha. « Bienvenue au bistrot de l'Aurore. Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ?» Audrey regarda la jeune fille, voyant un reflet d'elle-même. Elle commanda un café noir. En le buvant, elle réfléchit à l'incroyable voyage qui avait commencé à cet endroit même. Il ne s'était jamais agi de l'argent. Il s'agissait de l'héritage du caractère. Jean Duchemin n'avait pas cherché un héritier pour sa fortune. Il avait cherché un gardien pour ses valeurs. Et dans le plus improbable des endroits, il en avait trouvé un. Elle paya son café, laissant un pourboire de 1000 € sur la table avec un petit mot. « Pour vos rêves ». En sortant sous la pluie, elle ressentit un profond sentiment de paix. La serveuse était devenue la milliardaire, mais elle n'avait jamais oublié le pouvoir simple et transformateur d'une seule tasse de café et d'une gentillesse offerte sans attente de récompense. L'histoire d'Audrey Bell et de Jean Duchemin est un rappel puissant que notre véritable valeur n'est pas mesurée par nos comptes en banque ou nos titres professionnels, mais par la compassion que nous montrons lorsque nous pensons que personne ne regarde. Elle nous enseigne que l'intégrité est une monnaie plus précieuse que l'or, et qu'un seul acte de gentillesse peut résonner à travers les générations. Dans un monde qui semble souvent froid et transactionnel, le parcours d'Audrey prouve que l'empathie est le super-pouvoir ultime. Chaque jour, nous sommes tous confrontés à nos propres « Monsieur Henri », des personnes négligées, rejetées ou ayant besoin d'un petit geste de dignité. Nous avons le choix de passer notre chemin ou d'offrir notre propre version d'une tasse de café chaud.